Paragraphe 6. La découverte de la réduction. La théorie de la réduction fut enseignée pour la première fois dans les 5 premières leçons d'un cours intitulé Points fondamentaux de la phénoménologie et de la critique de la raison, professé par Götting pendant le semestre d'été de l'année 1907. Nous allons essayer de préciser sur ce texte la signification originelle de la doctrine. L'auteur commence par un certain nombre de considérations banales sur la théorie de la connaissance. La pensée naturelle se développe sur le plan de l'objet. L'existence du monde et la possibilité de le connaître ne soulèvent pour elle aucune difficulté. Mais ce qui va de soi pour l'homme ordinaire devient un mystère pour le philosophe. La connaissance est en effet comprise comme un fait à côté d'autres faits, un événement psychologique. Comment peut-elle dès lors atteindre une vérité? Toute valeur disparaît dans l'interprétation naturaliste inévitable sur le plan de la conscience naïve. Le psychologisme, que la pensée adopte spontanément quand elle veut se comprendre elle-même, aboutit au scepticisme. La réflexion sur le problème de la connaissance exige le dépassement de l'attitude naturelle. Tel est le contenu de la première leçon. On y reconnaît des thèmes bien connus. Transformer le sujet en objet, c'est le rendre incompréhensible et c'est justement ce qu'on fait quand on philosophe avec les méthodes familières à la pensée naturelle. Chacun connaît la solution classique. Pour éviter l'écueil du psychologisme, il faut procéder sur le plan conceptuel par une réflexion sur les conditions de possibilité. Mais nous demanderons pourquoi l'on s'obstinerait en ce cas à parler d'une subjectivité. Fut-elle transcendantale? Le mérite de Husserl fut de maintenir la nécessité de rester sur le plan du concret. L'exclusion des objets de la nature ne nous condamne pas à nous enfermer dans un système de formes. Il suffit pour donner un contenu propre à la philosophie de découvrir un mode de connaissance supérieur. Tel est l'objet de la seconde leçon. La problématique de la connaissance avait transformé en mystère les évidences de la vie naturelle. Le philosophe ne doit tenir compte d'aucune des propositions qu'il a admises jusqu'ici. Il lui faut trouver une connaissance d'un nouveau genre absolument certaine. Pour cela, il lui suffira de refaire la démarche cartésienne. L'objet peut ne pas exister, mais la conscience est donnée à elle-même dans l'évidence la plus absolue. Chaque vécu en général, pendant qu'il se réalise, peut devenir l'objet d'une intuition pure. Et dans cette intuition, il est une donnée absolue. Il est donné comme un existant, un celui-ci, et douter de son existence ne présenterait aucune espèce de sens. Il faudra encore, il est vrai, préciser le mode de cette existence. Mais un point reste acquis. Nous avons atteint le terrain de l'absolu, à savoir la certitude que la conscience prend d'elle-même dans son accomplissement. Cette perception est et reste tant qu'elle dure un absolu, un celui-ci, quelque chose qui est en soi ce qu'il est, quelque chose à quoi je peux mesurer, comme à une mesure dernière, ce que être et être donné peut et doit signifier. Ainsi, le problème de la critique de la connaissance trouvait sa solution dans un retour au cogito cartésien, comme cogito temporel et effectivement vécu. L'interprétation du cogito cartésien comme cogito universel ne présente évidemment aucune espèce de sens. Il ne peut s'agir que de mon existence actuellement vécue. Je suis, j'existe, cela est certain, mais combien de temps? À savoir autant de temps que je pense, car peut-être même qu'il se pourrait faire si je cessais totalement de penser que je cesserais en même temps tout à fait d'être. Deuxième méditation. Le réalisme propre à l'attitude naturelle doit être écarté par une réduction exigée par la théorie de la connaissance, ergenis theoretisque, réduction qui suspende toutes les positions transcendantes, mais le domaine absolu de l'immanence concrète n'en est pas touché. En lui se trouvera la solution dernière de l'énigme de la connaissance. Cette synthèse du kantisme et du cartésianisme pouvait paraître contradictoire. N'est-ce pas, après s'être élevé sur le plan transcendantal, retomber dans le psychologisme? Sans doute, répond l'auteur, au début de la troisième leçon, une nouvelle chute dans l'attitude naturelle est-elle possible et même inévitable? Le donné pur de l'immanence vécue se comprend spontanément comme un événement dans le monde. Il faut donc assurer le domaine phénoménologique contre toute interprétation psychologiste, accomplir à nouveau sur le donné immanent la réduction exigée par la théorie de la connaissance, en tant qu'elle explicite cette fois la signification absolue du phénomène pur. Pur signifie simplement non mondain. Contrairement à l'usage kantien, le concept désigne un contenu concret et le distingue de manière radicale du phénomène psychique. Elle méritera le nom de réduction phénoménologique.
Ainsi, la réduction phénoménologique ne fait que préciser le sens du domaine thématisé au préalable par le cogito cartésien. Cette dernière démarche est elle-même précédée d'une première réduction propre à la théorie de la connaissance. Les trois mouvements se succèdent sans qu'on en voie clairement le lien intime. L'exclusion des objets du monde, la erkenntnis theoretische Reduction, se réfère au criticisme. En langage kantien, les conditions de l'expérience ne sauraient dépendre de l'expérience elle-même, mais la démarche reste strictement négative et ne permet de dégager par elle-même aucun contenu. Le donné vécu n'est thématisé que par le mouvement cartésien qui semble se juxtaposer au premier de manière arbitraire. Enfin, comme si l'auteur s'apercevait après coup de l'incohérence du process, il refait la réduction sur le domaine ainsi dévoilé en la qualifiant cette fois de phénoménologique. Mais ces obscurités ne doivent pas nous faire méconnaître la valeur du texte. La signification authentique d'une idée philosophique se révèle au moment même de sa découverte, où le souci de cohérence conceptuelle n'a pas encore masqué l'inspiration vécue. Nous porterons d'abord notre examen sur les références classiques. Husserl n'a pas simplement reproduit, en les juxtaposant, le mouvement kantien et le mouvement cartésien. Si la réduction y trouve indiscutablement son origine historique, elle n'en comporte pas moins une signification propre, qui éclairera à son tour l'œuvre même de Descartes et de Kant. Pour commencer par la critique de la raison pure, nous ferons remarquer que le problème originel n'y visait pas, comme ce sera le cas pour la phénoménologie, la connaissance en général, mais plus précisément la connaissance a priori. Comment des jugements synthétiques a priori sont-ils possibles? On se rappelle la réponse. Ils sont possibles comme condition des jugements synthétiques a posteriori et ne le sont que comme tels. Ainsi se trouvait précisée du même coup la valeur et les limites de la connaissance a priori, la possibilité d'une mathématique et d'une physique pure et l'impossibilité d'une métaphysique. La démonstration se faisait par un retour au sujet comme porteur d'une expérience possible. En tant que tout objet est objet de l'expérience d'un sujet, les formes a priori du sujet conditionneront la structure de l'objet. On pourrait croire que ces formes seront dégagées par une étude directe de la conscience, mais on sait qu'il n'en est rien. L'analyse ne porte en fait que sur l'objet, dont elle définit les structures, spatio-temporalité, quantité, causalité. Ces structures sont transposées sur le sujet qui en garantit la valeur a priori, en tant qu'elles sont posées comme forme de l'entendement et de sa sensibilité. Elles s'appliqueront nécessairement à l'objet, puisqu'un objet qui ne leur serait pas conforme ne serait rien pour la conscience. On voit immédiatement le sens du retour au moi chez Kant. Il ne s'agit pas de dévoiler le vécu comme tel, mais de trouver dans le concept du moi un point de référence qui permette de fonder la valeur a priori de la théorie pure de l'objet, mathématique et physique pure, en même temps que d'en limiter la portée au domaine de l'expérience possible. Le moi transcendantal, entièrement vide en lui-même, n'aura pas d'autre contenu que celui-là même qui aura été dégagé par l'analyse de la structure de l'objet. La thématisation de la conscience concrète se trouvait donc exclue par la motivation originelle. Il s'agissait de justifier un système de jugement synthétique a priori déjà constitué. Le retour au moi ne se faisait pas pour lui-même, mais uniquement pour cette justification. Une telle fonction ne pouvait être remplie que si le moi transcendantal se définit originellement par le rapport vide à l'objet. Rapport qui devait permettre ensuite d'attribuer à la conscience, en tant qu'elle est conscience de l'objet, les formes correspondant aux conditions de celui-ci. L'interdiction se thématisait la conscience concrète trouvait un fondement de droit dans la doctrine célèbre de l'idéalité du temps. L'interdiction de thématiser la conscience concrète. La forme temporelle s'interposant entre le moi tel qu'il est et le moi tel qu'il s'apparaît à lui-même enlève définitivement toute valeur philosophique au projet d'une connaissance effective de soi. De ce point de vue, le système kantien a réalisé entièrement ses fins historiques, assuré à la connaissance a priori à la fois sa valeur et ses limites. Restait le problème de la connaissance elle-même, dans son contenu concret. Si après avoir posé les conditions générales de l'expérience possible, le kantisme ne donnait aucune réponse valable à la question célèbre de savoir comment les données effectives de l'expérience réelle
pouvait s'accorder avec sa forme a priori pour permettre la constitution des lois particulières de la nature. La raison s'en trouve dans son origine, à savoir que le système avait été construit pour la mathématique et la physique pure, non pour la physique proprement dite. Plus précisément, il s'agissait de repousser les prétentions transcendantes de la pensée rationnelle en donnant au concept pur un fondement qui en limita l'usage au domaine de l'expérience. La controverse anti-leibnizienne est le motif historique de la limitation de la réflexion critique au problème des jugements synthétiques a priori, mais le but une fois réalisé, on se trouvait devant l'exigence d'un dépassement. Après Kant, personne ne pouvait plus croire qu'on pût connaître l'absolu avec les concepts de l'objet. L'intérêt polémique s'éteignait avec la disparition de l'adversaire. En revanche, le système débouchait par sa logique interne sur le problème des jugements a posteriori. Puisque les lois générales de la nature ont leur fondement dans notre entendement qui les prescrit à la nature, il est vrai seulement d'après le concept général de la nature en tant que tel. Les lois empiriques particulières, en raison de ce que les premières y laissent d'indéterminé, doivent être considérées suivant une unité telle qu'un entendement, non le nôtre, il est vrai, aurait pu donner à l'usage de nos facultés de connaître pour rendre possible un système de l'expérience suivant des lois naturelles particulières. C'était recourir à la finalité, cet asile de l'ignorance. Le kantisme ne disposait pas de moyens nécessaires pour résoudre le problème que lui-même rendait inévitable. La connaissance empirique, qui est la seule effective, ne pouvait manifestement se thématiser que par une méthode concrète. Il ne fallait plus prendre le moi dans son rapport vide à un objet possible, mais comme sujet d'une expérience réelle. L'entreprise exigeait qu'on renonçât au dogme de l'idéalité du temps dont nous avons vu la raison d'être historique, mais qui s'oppose maintenant à l'examen du sujet effectif, qui est bien évidemment un sujet temporel. Déjà, les brillantes recherches du criticisme contemporain, menées sur le mode classique par une analyse réflexive, s'exerçant non sur l'acte lui-même, mais sur ses produits réalisés dans la science, avaient imposé l'idée d'un devenir des catégories. Une telle position rendait intenable ce bastion de la forteresse kantienne qu'était l'idéalité du temps. La problématique husserlienne, en dirigeant le théoricien de la connaissance vers l'analyse de la conscience vécue, ne constitue pas une chute dans le psychologisme, mais l'explicitation du résultat d'une dialectique immanente au criticisme lui-même. Les concepts purs qui définissent une nature en général trouvaient un véhicule adéquat dans un moi formel simple, condition de possibilité des consciences empiriques. Mais ils renvoyaient par leur sens à la connaissance effective, celle des objets réels, qui ne peut se référer qu'à la subjectivité concrète. Celle-ci doit évidemment se définir en dehors de tout concept mondain pour satisfaire aux exigences de la pensée philosophique. Mais cette exclusion ne porte pas sur son caractère concret. La réduction propre à la théorie de la connaissance ne reproduit pas le mouvement kantien qui se motivait par l'exigence d'un moi vide, simple porteur des conditions de possibilité. Il s'agit pour Husserl d'éliminer les positions transcendantes pour thématiser l'acte effectif où elles trouvent leur signification. Le problème de la connaissance trouvera sa solution dans une expérience transcendantale, celle du cogito cartésien. Ces considérations nous amènent à comparer la démarche husserlienne à son précédent chez Descartes. Notre tâche sera facilitée par un passage remarquablement lucide d'un cours inédit sur l'idée de la phénoménologie et de la méthode et de sa méthode. La faiblesse de Descartes, fait observer l'auteur, était de n'être pas partie des difficultés de la théorie de la connaissance. Aussi, l'inspiration philosophique se mêlait-elle chez lui avec le désir propre à l'attitude naturelle d'arriver à une science universelle au sens des sciences exactes. Le projet d'une mathésis universalis le maintenait dans l'horizon du mécanisme, alors que la lutte contre le scepticisme témoignait d'une aspiration vers une connaissance absolue au sens philosophique. Aussi le cogito qu'il avait pourtant authentiquement vécu retombe-t-il avec le sum. Plus précisément, le sum res cogitans. Dans cogito ergo sum, le sum ne désigne rien de plus que l'existence de la pensée dans son vécu effectif, en termes husserliens, l'existence transcendantale. Avec le sum dans le monde naturel, pour nous, nous prenons notre point de départ dans le problème de la connaissance. L'être en soi de l'objet se révèle comme une énigme. Nous le mettons en question sans le contester, comme le fait Descartes, qui suit le sceptique sur son propre terrain. Ce qu'il met sérieusement en doute, nous
nous le mettons en question. Il ne s'agit que de dégager ce qui n'est pas touché par la mise en question. Descartes dit « Le perçu peut ne pas exister, mais la perception est indubitable ». Nous disons « Le perçu est en question, la perception ne l'est pas ». Ces remarques nous semblent éclairer le problème. Descartes reste sur le plan de l'être. L'opposition du douteux et du certain est intérieure à la naïveté propre à l'attitude naturelle. On en voit immédiatement la conséquence. L'existence transcendantale à laquelle il s'était élevé grâce au cogito s'interprète immédiatement comme existence naturelle. Sum res cogitans. Le moi est une substance qui s'insérera dans le monde quand celui-ci aura été retrouvé après le passage par la véracité divine. Mais comment un être du monde peut-il connaître le monde qui est hors de lui? Ou plus précisément, comment une représentation comme événement dans la nature peut-elle prétendre à une valeur de vérité? Tel est le problème qui, n'ayant pas été posé dès le début, rend le système intenable. Le cogito husserlien, identique dans son vécu au cogito cartésien, s'interprète en des concepts radicalement différents. Il ne s'agit plus de l'opposition mondaine entre le douteux et le certain, où l'existence qu'on assure au second est celle-là même que l'on conteste au premier. Il s'agit de distinguer deux significations radicalement différentes de l'être. Ce que Descartes met sérieusement en doute, nous le mettons en question. Le monde est là, son existence s'impose en un sens. En tout cas, nous n'en discutons pas comme nous discuterions une affirmation insuffisamment démontrée. Mais la réflexion montre en elle une énigme. Comment l'en soi peut-il être pour moi? L'existence du monde n'est pas devenue douteuse, mais incompréhensible, et aucun objet du monde ne saurait nous livrer la clé du mystère, puisque tous participent à son inintelligibilité. Mais la sphère de l'immanence pure découverte par le cogito échappe précisément à cette difficulté. Le vécu comme tel n'est pas en soi, puisque tout son être consiste à être pour moi, un absolu que nous ne pouvons mettre en question. On ne saurait dès lors l'interpréter sur le plan de l'attitude naturelle qui consiste justement à traiter les objets comme des en soi. Il ne s'agit pas d'une partie du monde certaine, par opposition au reste, déclaré douteux. Il s'agit d'un mode d'existence radicalement nouveau qui n'est pas touché par la mise en question générale que motivait le mystère de la connaissance mondaine. Descartes, partant du problème du scepticisme, restait du moins dans ses concepts sur le plan de l'attitude naïve. À ce qu'il sauvait du doute, il attribuait précisément le mode d'existence même que le sceptique contestait, à savoir l'existence naturelle. Husserl, partant du problème de la connaissance, ne cherche pas à arriver à une certitude mondaine, mais à trouver le sens même de toute certitude. Le cogito ne relève pas alors la conscience comme un objet du monde qu'on a sauvé du doute universel. C'est un domaine absolument original qui se pose en dehors de toute existence mondaine. La troisième démarche que nous avons dégagée dans l'analyse du texte de 1907, la réduction phénoménologique, ne constitue donc pas une sorte de correction ajoutée après coup pour échapper aux reproches du psychologisme. Le cogito husserlien, motivé par les exigences de la théorie de la connaissance, dévoilait dès l'origine le domaine d'une immanence non psychologique. La réduction phénoménologique, en garantissant le donné vécu de toute interprétation réaliste, ne faisait qu'expliciter le sens qu'il possédait, d'ores et déjà au moment de sa thématisation. Elle marque l'originalité radicale de ce qu'on était tenté de considérer comme une simple juxtaposition du kantisme et du cartésianisme.